Pourquoi le printemps ose-t-il défier la rigueur de l'hiver avant de léguer ses fruits à l'été? Pourquoi l'homme désire-t-il tant récolter les fruits de cet été, qui pourtant chaque année lui supprime un printemps? Dans les marais de l'Ouest Atlantique, aux portes de la Baule, existe un territoire unique de terre et d'eau. Là-bas, hameaux et villages se sont articulés au fil des temps, le long de langues de terre qui définissent le relief d'un plat pays. Les mystères de la nature ont attribué à cet univers magique toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, les hommes ont voulu façonner cette différence en un vaste échiquier, une géométrie organisée comme autant de jardins cultivés qui depuis plus de 1000 ans furent sculptés par le soleil, l'eau, le vent et le savoir-faire des paludiers. J'ai découvert cet univers le premier matin de janvier. Une pluie froide avait glacé le paysage. Seule, ce matin-là, face à ce miroir, je me suis promise nombreuses résolutions dignes de cette année nouvelle. Puis j'ai rencontré Frédéric, sur ces chemins d'eau, de terre et de ciel. Un bonjour échangé, quelques mots, et j'ai compris que lui aussi désirait confier à cette solitude la sagesse de ses décisions. En parcourant ce grand labyrinthe, fasciné par cette distribution incompréhensible, j'ai trouvé auprès de Frédéric ressource à ma recherche de savoir sur cet art qui façonne les paysages avec la rigueur des techniques architecturales. Nous avons parcouru ce marais toute la journée, sans rendre compte au temps qui passe, laissant aux dernières lueurs du jour l'initiative de peindre le paysage. Au contraire de la lumière qui disparaît, mon désir d'apprendre ces lieux devenait grandissant. Et en cette fin de journée, simplement, Frédéric m'a confié toute l'origine de sa passion. Quand j'ai décidé de m'installer comme agriculteur, s'ouvraient à moi plusieurs portes. Soit je faisais de l'agriculture dite traditionnelle. Je suis allé demander des conseils, on m'avait dit tiens, est-ce que il faut 3 choses pour s'installer comme agriculteur? Il faut la formation, il faut le foncier et puis il faut les finances. Donc il m'en manquait 2. Et donc là, à partir de là, ça devenait beaucoup plus compliqué. Il en manquait presque 3. Janvier, puis février. J'ai pris l'habitude de rencontrer Frédéric sur sa saline. Le suivre, l'observer, l'écouter est comme une lecture d'un livre à ciel ouvert sur un univers qui m'était jusqu'alors totalement inconnu. À l'extrémité de son marais, Frédéric me présente sa vasière. Par-delà une éthique du respect des paludiers entre eux, il me rassure sur les liens fragiles qui unissent l'homme et la nature. Donc en cas de besoin, j'ai juste à ouvrir la trappe, à bloquer avec une cheville. C'est une vasière que j'ai remis en eau il n'y a pas très longtemps. Elle a l'avantage, la particularité d'avoir des îlots rocheux naturels dessus, ce qui a permis assez rapidement après sa remise en eau de voir s'installer pour la nidification une colonie de sternes. L'an dernier, il y a eu une quarantaine de couples à s'installer. Et avec un collègue, donc on a fait une plage en argile entre les cailloux, au centre de l'îlot rocheux, pour essayer de favoriser aussi l'installation d'avocettes qui nichent dans la céline à côté. Les avocettes se sont effectivement installées sur la vasière. Non pas sur l'îlot central aménagé à cet effet, mais par esprit de contradiction sur un petit îlot rocheux proche. La sterne Pierre Garin, quant à elle, s'est offerte le 4 étoiles de l'îlot central. La colonie est en forte extension et donne vie à la saline. Ainsi, ces hommes garants d'un savoir-faire sont aussi porteurs d'un message pour que la biodiversité fragile de leur territoire s'accorde avec précaution à la rudesse de leur travail.
D'entretien de curage de bondre, puisque donc ma saline elle est proche du trait, mais il y a d'autres salines qui sont plus à l'intérieur des terres. Donc quand elles sont plus dans les terres, il y a un système de canaux qui amène l'eau de mer. Et comme ça se sédimente au fond de ces canaux, il faut les nettoyer tous les ans. Donc là on descend à une vingtaine de paludiers dans les canaux et puis on jette la terre au talus. Donc tout ça, ça se fait d'ici fin février. Après le mois de février, on va plus se concentrer sur les travaux dans la saline. Donc l'habillage à proprement dit de la saline, c'est-à-dire pousser la vase qui a sédimenté dans les pièces, l'acheter au talus celle-là aussi, et puis entretenir tous les ponts qui permettent la circulation de l'eau, quoi. « 4 mai. 2 avossettes adultes se retrouvent sur la vasière. Tiens, l'une d'elles semble jouer avec les vaguelettes qui animent la surface de l'eau, alors que l'autre fait preuve d'une excitation inhabituelle. Certainement un jeune mâle qui confirme sa prestance par un lissage réitéré de son torse bombé. À ses yeux, la demoiselle semble faire fi de sa carrure. Alors, il exécute un mouvement tournant tout en frôlant la belle qui daigne réagir. Il se dit « Eh bien, sur sa gauche peut-être, projeter son ombre, manœuvrer avec le vent pour l'éclabousser d'embrun salé. Alors qu'à cela ne tienne, pour ajouter à son allant, il lui suffit maintenant de lisser son beau manteau noir et blanc. Et bientôt, à force d'orgueil et de panache du dandy, la belle finit par se prêter enfin au bien fondé de ses intentions pour que continue, quelque part sur la saline, l'histoire perpétuelle du renouvellement des espèces. Frédéric réveille de 1000 gestes habiles sa saline endormie. La géométrie se dessine. Elle retrouve ses formes par l'entretien des ponts du Cobier, des phares et des adernes. Un quadrillage de dômes d'argile se crée, permettant en même temps le cheminement de l'homme et de l'eau. En même temps, sur la vasière, les sternes Pierre Garin sont de retour. Et bientôt, sur la saline, retentissent revendications de territoire et scènes d'apparat, prélude aux accouplements qui uniront bientôt les 40 couples qui maintenant fréquentent l'îlot au centre de la vasière. Du délivre, j'ouvre l'ardoise, et pendant que l'œillet est en train de se remplir, je commence à décoller le sel du tour de l'œillet. Pendant ce temps, les œufs déposés à même le sol de l'îlot ont donné naissance à de petites boules de duvet, alertes et infatigables, qui surgissent à tout moment des anfractuosités des rochers pour quémander leurs béquets. Très vite émancipés, les jeunes sternes savent reconnaître leurs parents respectifs au milieu de cet incessant capharnaüm de cris et d'appels. Cris des adultes qui les avertissent d'un apport de proie, petits crustacés ou alevins sitôt engloutis. Indispensable à la vie, car notre sang en contient 5 grammes par litre, le sel a été aussi, depuis des décennies, l'agent de conservation des aliments qu'il pénètre jusqu'au cœur. Cet été encore, le sel, fils du soleil et du vent, est né sur l'argile de Guérande. Sur la saline,
aube et crépuscule mélangent leurs couleurs. Alors, les jeunes sternes puisent en leur succession l'émancipation vers l'âge adulte. Bientôt, elles sentent naître l'appel du vent qui les entraînera, avec leurs aînés, début septembre, vers les contrées lointaines des mers du Sud. Après plusieurs saisons passées, depuis ce petit matin glacial de janvier, je pense avoir trouvé en ces lieux réponse à mes questions, réponse au malaise qui désespère l'homme depuis qu'il puise dans les ressources de la biodiversité au-dessus du seuil de sa régénérescence. Je sais, maintenant, qu'ils existent, ces hommes qui ont sciemment choisi d'abandonner la sécurité de rendements artificiels obtenus par intrants, engrais et produits chimiques, pour les remplacer par persévérance, labeur et savoir-faire. Ces hommes qui savent courber l'échine pendant la tempête et relever fièrement la tête lorsque s'envole par-dessus leur récolte engrangée l'oiseau qui emportera au loin, vers d'autres hommes, un message de tolérance pour que nature et moisson restent une entité et non un profit de l'un aux dépens de l'autre.